Dans ces années, en fait, hein, entre, disons, début des années 2010, je suis en plein dans cette écriture de beauté imaginaire. C'est à ce moment-là que je vais faire, je crois quasiment un des derniers voyages au Burkina Faso à peu près. Je vais encore en faire un ou deux après, mais c'est quasiment la fin. Parce qu'au même moment où j'écris Beauté imaginaire, où je suis vraiment dans un travail de bureau, là c'est pas du tout un travail de terrain, mais en même temps, toutes mes monographies, mes ouvrages, je n'écris jamais ce sur quoi je suis en train d'enquêter au même moment. Et donc, idem dans ce que j'ai fait précédemment. Et je suis au Cap-Vert et je suis en train de cumuler des données tout en écrivant beauté imaginaire. Beauté imaginaire, je n'ai pas de parole sur le Cap-Vert. Le Cap-Vert est pour moi beaucoup trop distant. Quand on est déjà plus avancé dans une carrière, on ne peut pas commencer à écrire des articles d'un niveau moyen où c'est pas. Enfin, il faut atteindre un niveau d'ethnographie, on pourrait dire, pour réussir à énoncer les choses de manière suffisamment, je dirais, fine que pour atteindre un niveau important en fait dans le domaine. Et donc pendant des années, je suis muet en fait sur le Cap-Vert, mais j'enquête beaucoup. C'est-à-dire à ce moment-là, je discute avec la coopération universitaire et avec Claudio Furtado, un copain qui va devenir un ami, prof, socio, anthropologue, qui a des responsabilités dans la gestion de la nouvelle université, en fait. Nous travaillons ensemble et nous obtenons un programme de coopération belgo-capverdien. Et un programme assez important, hein, je veux dire financièrement, qui va nous permettre et me permettre, d'une certaine manière, d'encadrer 5 thèses de doctorat ou de participer, disons, parce que je ne vais pas les encadrer tout seul, loin de là, hein, toute une équipe avec le Cap-Vert. Et donc, à partir de ce moment-là, au même moment où j'écris Beauté imaginaire, je monte en puissance, en fait, dans différents domaines sur la compréhension de cette société capverdienne. Et donc, je mène au moins 10-15 voyages, en fait, durant cette période au Cap-Vert, où je commence à enquêter au début sur le religieux, parce que c'est là-dessus que je suis à l'aise. Et donc je démarre sur le pentecôtisme, le néo-pentecôtisme, et puis sur d'autres mouvements religieux que je croise au Cap-Vert. Pourquoi? Parce que j'ai un long terrain là-dessus. Je suis très à l'aise, et donc ça me permet de rentrer dans une culture que je ne connais pas, mais par un objet que je maîtrise. Et à cette époque-là, Charlotte Plédo, qui avait fait sa thèse avec moi sur le pentecôtisme au Brésil, me propose de faire un postdoc sur le Cap-Vert. Et on va se diviser quasiment le terrain, les îles, chacun va dans son coin et on fait un peu un inventaire de ce qu'on trouve comme nouveaux mouvements religieux. Et ensemble, on va boulotter ça va être une écriture intensive. Je crois qu'on va faire 5-6 articles dans les top revues en différentes langues, portugais, anglais, français, qui fait un peu le point sur le religieux, sur le Cap-Vert à cette époque-là. C'est pour moi quasiment une pierre, une zone d'attente avant d'espérer faire autre chose sur le Cap-Vert. Mais le Cap-Vert commence tout doucement à rentrer, bien que je sois complètement en dehors de mes missions sur le Cap-Vert, je ne suis pas du tout au Cap-Vert. Lorsque je suis à Louvain ou bien dans mon bureau, je suis complètement dans Beauté imaginaire. Et Beauté imaginaire se termine, donc c'est un livre qui travaille sur sans doute ce que fut les alliances et la complexité de cette institution première des sociétés humaines, plutôt à travers les sociétés coutumières. Mais je termine avec une ouverture sur les sociétés contemporaines et absolument pas habile avec les sociétés occidentales, il faut le dire platement. Je préfère revenir au Burkina Faso urbain. Jacinthe Mazzuchetti avait terminé sa thèse de doctorat et elle a un chapitre absolument passionnant sur la drague autour de Ouagadougou, où il y a ce qu'elle appelle les fameuses notes sexuellement transmissibles. Enfin, je raconte ça comme ça, mais elle raconte ça. Et
ça me trouble, en fait, de nouveau dans le même genre de travail. Et j'essaie de comprendre comment cette société ouagalaise, urbaine, est en train de se transformer au niveau des alliances et de la parenté, à travers les enquêtes qu'elle a faites en milieu urbain et à travers le milieu estudiantin, sur lesquels j'ai donné des cours à l'université de Ouaga, mais je n'ai pas enquêté là-dessus. Et en même temps, je fais un parallèle, je suis lusophone, et donc je lis beaucoup la sociologie sud-américaine, notamment argentine, mais aussi brésilienne. Et je tombe sur des travaux absolument passionnants, mais je connais le Brésil, hein, nous y sommes allés à plusieurs reprises, sur des travaux sur la plastique, la chirurgie plastique dans les grandes villes côtières du Brésil. Et je termine l'ouvrage en mettant en parallèle en fait, la chirurgie plastique à la brésilienne. Ton identité est à fleur de peau, mais l'identité à fleur de peau, c'est à fleur des formes de la peau, hein, comme disent les Brésiliens. Et en même temps, sur cette drague intense qui se passe à Ouaga, de ces jeunes femmes qui sont dans le besoin, qui viennent d'un milieu populaire et qui essayent de draguer ce que Jacinthe appelle les hommes capables, en fait. Et j'essaye de mettre en parallèle une réflexion sur ce que pourrait être, en fait, dans les sociétés occidentales, modernes, à travers, on pourrait dire, ces sociétés qui ne sont pas la mienne, qui n'est pas la Belgique ni l'Europe, dans lesquelles je suis moins à l'aise. Je me sens moins à l'aise, j'ai moins d'outils, j'ai pas de sociologie du couple, j'ai pas lu beaucoup là-dessus, et donc je vais là-bas où je suis un peu plus à l'aise. Et l'ouvrage se termine par une réflexion sur la chirurgie plastique, et la plastique pour réussir à peut-être vaincre en partie en fait cette inégalité fondamentale dont parlait Françoise Giroud. Je termine comme cela, où à un moment donné je tombe à l'époque où Lula est président, je ne sais pas où si je suis au Brésil, je crois que j'étais dans une mission au Brésil à l'époque, où je l'entends raconter à la radio que finalement, il n'y a pas de raison qu'on ne finance pas la chirurgie plastique pour tout le monde, et via les ONG, via la Sécu, on peut diminuer le prix, parce qu'ainsi, que les filles du peuple puissent réussir à draguer au même titre que les autres, c'est beaucoup mieux. Et il a des phrases comme ça, et ça me trouble en fait, dans le sens où je me dis, mais c'est incroyable, ça mérite vraiment une réflexion profonde. Et l'ouvrage se termine sur ces réflexions, et aussi un dialogue avec Tom Bulstorff, qui est en Californie, que je croise à l'époque où il a terminé en fait son ouvrage sur, je ne sais plus, le Second Life. Et j'avais lu cet ouvrage en anglais, en fait, je l'avais entendu parler, j'avais lu le compte-rendu, et puis je contacte Tom, et, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui me parle de tomber amoureux grâce à un avatar. Mais l'avatar doit être beau. Et l'idée de l'avatar beau, et Tom me raconte en fait de manière incroyable comment finalement on peut expérimenter à la fois la laideur, la beauté, les différents âges, les différents groupes ethniques grâce à des avatars. Et il me dit, mais tu sais, tu n'as jamais joué à un jeu, mais on tombe plus amoureux encore avec un avatar parce que tu t'es émancipé d'un corps et tu peux expérimenter en fait des situations que tu n'as pas vécues. Et l'ouvrage se termine par grâce à ces lectures un peu inédites, par une tentative d'ouverture aux sociétés contemporaines. C'est ce que j'ai voulu faire dans la fin. Voilà, c'était un beau moment intellectuel pour moi, en tout cas. Et alors, je crois que j'ai été très heureux à un moment donné, où je reçois la copie d'un compte-rendu, et le compte-rendu, c'est Roberta Maillon de l'ouvrage. Et j'avoue, elle le sait, je lui ai dit à un moment donné, où elle explique à un moment donné, même enfin, c'est vraiment dommage que ce soit un homme qui ait écrit cet ouvrage-là, ça aurait été mieux que ce soit une femme anthropologue, c'est quand même étonnant que nous n'y avons pas osé le faire, ou osé y aller, quoi, osé parler de ce problème, d'une forme de jalousie aussi qui peut être au féminin, et d'expliquer comment on peut résoudre en fait ces problèmes-là. Et donc je vais être apaisé parce que j'ai eu beaucoup de mailles à partie avec certains mouvements féministes quand j'ai sorti ce bouquin. Et donc ça m'apaise en fait, et je suis heureux d'avoir eu ce débat de manière indirecte, voilà, avec ce livre qui puis après a fait son chemin, quoi. Il a fait son chemin. Je pense que si j'en ai la force, je vais le réécrire de manière plus apaisée, plus simplifiée, plus simple. Je suis plus comment on pourrait dire ça, apaisé, avec l'obligation de tout résoudre, de tout dire. C'est-à-dire que quand je tombais sur un nouveau problème, j'ouvrais le nouveau problème et je l'affrontais. Maintenant, je pense que je suis beaucoup plus apaisé et j'écrirai un livre, je crois, plus petit, plus simple, plus limpide sur ce que j'ai vraiment voulu faire dans cette, on pourrait dire, lecture complémentaire de la parenté en anthropologie.
Et dans cette, dans, dans cette période, si on veut, attendez, voilà, je suis ici. euh, j'ai alors sur les épaules en fait ce projet de coopération universitaire, 5 thèses de doctorat qui vont tout doucement être défendues en fait au Cap-Vert. Ça va être en 2012. Euh, et donc à ce moment-là, je suis vraiment tout à fait impliqué dans le Cap-Vert. Je ne vais plus qu'une fois ou deux à Ouaga où je termine un ou l'autre travail en fait que je m'étais impliqué, mais je sens que je n'y suis plus. Ma tête n'y est plus, je parle de moins en moins le moré, je n'associe plus à partir du Burkina Faso. Et à ce moment-là, je suis dans une ambiance de plus en plus soutenue en fait au Cap-Vert. Je commence à avoir des amis qui commencent enfin, on s'écoute mutuellement. Et puis mes collègues capverdiens, par rapport à d'autres lieux où j'ai bouloté, ne sont pas du tout dans une demande vis-à-vis de moi. Ce sont des partenaires scientifiques à part entière. Ils n'ont aucune relation avec moi de coopération ou autre, ou d'attente de quoi que ce soit. Tu es un scientifique, tu es quelqu'un qui produit, ok, on veut bien dialoguer avec toi, sinon on s'en fout, on a autre chose à faire. Et donc je suis profondément heureux de dialoguer avec des gens dont on peut se prendre l'un l'autre à égalité, et c'est des rapports infiniment agréables, quoi, avec lesquels la plupart ont étudié au Brésil, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, et c'est agréable de les écouter énoncer à partir de littératures très complémentaires ou différentes de moi-même. Alors, dans ce moment au Cap-Vert, ce qui va être pour moi, je crois, un moment important, va être Claudio Furtado qui va me demander de donner un petit coup de main à un mémoire qui me dit écoute, pourquoi tu n'encadres pas tout doucement un ou deux mémoires de mes étudiants en sociaux, en troupeau, ce serait pas mal en fait qui travaillent avec toi, puis tu peux. Et il me fait rencontrer un jeune gars qui devait avoir, je sais pas, 22, 23 ans à l'époque, qui est Roberto Carlos, qui va devenir un informateur privilégié pour moi. Alors Roberto est un personnage qui vient d'un milieu populaire. Euh, Rapidement, Roberto, je vais lui donner un coup de main, va me proposer une chambre chez lui en disant mais tu ne dois pas dépenser l'argent dans un hôtel ou dans un truc, viens loger chez moi, on a une chambre libre dans ma maison. Je me rends compte qu'il vit dans un milieu très populaire de la ville et il y a sa sœur qui est avec lui et sa maman. Donc ils sont à trois. Je n'ai aucune idée de qui est la famille de Roberto. Je ne suis pas là pour ça, donc j'enquête pas là-dessus. Mais ça va jouer un rôle absolument central dans la suite des prémices en fait du bouquin Amour pragmatique que je vais tout doucement, je veux dire, commencer à esquisser. Alors, Amour pragmatique, qui est un ouvrage sur la parenté au Cap-Vert. J'avais quand même déjà cumulé pas mal de travaux sur la parenté, donc je ne suis pas novice en fait dans les techniques de parenté. Mais au Cap-Vert, c'est vraiment un souci tout aussi complexe qu'au Burkina Faso. Au départ, j'imagine que la société capverdienne est plus proche de ma société. Et je prends la société capverdienne au départ comme une société très influencée par la société occidentale. C'est une société qui connaît un développement et un mode de développement important, donc avec une production du PIB multipliée par 17 depuis l'indépendance tardive en 75. Donc c'est avec un secteur industriel, un secteur tertiaire, de tourisme, etc., développé, avec de multiples call centers, etc., avec un système bancaire, avec une monnaie, etc. Et donc pour moi, c'est une société en transition, avec un mode de vie d'une classe moyenne et d'une élite assez proche de nous. Et je ne mesure pas que je me trompe, je ne dis pas complètement, mais en tout cas, une fois encore, l'ethnographe, même avec 20 ans de métier, est vraiment pris à défaut, une fois encore. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'ethnographie. Et j'accompagne Roberto, je lui demande de m'accompagner dans 2, 3 voyages scientifiques pour lesquels j'ai des ressources dans d'autres îles. Donc Robert, qui a fait la sociologie, est sociologue, donc c'est vraiment chouette d'avoir un partenaire. Il m'aide, je lui demande, viens avec moi, c'est un type brillant. Il a une sensibilité sociale absolument grande. Et on visite plusieurs îles et on travaille sur plusieurs îles, système d'irrigation, système foncier, religion. Moi, en général, j'ouvre un peu tout azimut, comme ça, les enquêtes dans différentes îles. Et au fur et à mesure, Robert me parle de plus en plus. Il me parle de frères,
que je ne savais pas qu'il avait, il m'en avait jamais parlé, mais qui sont à l'étranger. Je dis, oh bon, tu as des frères à l'étranger? Il dit, oui, ils sont aux États-Unis, mais il ne m'en parle pas plus, j'enregistre l'information. Et puis, quelques années après, il termine ses études et il est nommé comme prof de portugais dans une autre île, l'île de Fogo, à Mousteros, dans une petite ville. Et lors d'un voyage au Cap-Vert, je lui propose de le rejoindre dans cette petite ville. Et là, il est plus loin de sa famille. Il est dans une ville périphérique, dans une île un peu, enfin c'est le cas de le dire, c'est isolé. C'est très différent de la capitale. Et je suis au cœur, en fait, de ce système de pensée, de cette manière d'être capverdienne. Roberto est un jeune gars de 22 ans, bien de sa personne, dragueur invétéré. Et je rentre, en fait, par la masculinité, par ce côté très mâle, en fait, des Capverdiens dans sa société. Robert est jeune, il a déjà connu une première, enfin il a eu de multiples compagnes, maîtresses, etc. Il a un premier enfant avec une première femme, et là il va rencontrer en fait celle qui va devenir sa femme aujourd'hui. Et pour moi, accompagner en fait la construction de ce couple dans toute la complexité capverdienne va être absolument passionnante. Je vais connaître, à l'époque elle n'était pas son épouse, Aveline, qui elle va petit à petit, on va se rapprocher et elle va tout doucement m'initier, je dirais, à la féminité capverdienne. C'est-à-dire qu'on la voit, je veux dire, ce sont des femmes attirantes, c'est des femmes métisses, créoles, habituées à attirer le regard. Mais elle-même va petit à petit, en fait, me rentrer dans les catégories, dans le système de, je dirais, dans la, comment on appelle ça, dans le gynécée, dans la, je dirais, dans la cuisine intérieure de la société, dans la cuisine des femmes. Donc ça va être une rencontre et je crois que les deux regards, féminin, masculin, de ces jeunes gens, vont énormément m'aider à progressivement mettre des mots en fait, sur la société capverdienne. Et quand je retourne à la capitale, à Praia, je continue à loger chez la maman de Robert, vu que j'avais l'habitude, j'avais ma chambre là-bas. Et d'autres personnes, elles sous-louent des trucs, donc il y a toujours 3-4 personnes au moins dans la maison. Et un jour, c'est que je découvre une photo que je n'avais jamais vue. Mais elle était là depuis toujours. Mais mes regards n'avaient jamais été attirés par cette photo. Et je découvre que Maïse avait en fait un homme, je ne savais pas, moi comme beaucoup de femmes capverdiennes, je pensais qu'elle a eu ses enfants sans être mariée. Et en fait, elle avait un homme qui vit aux États-Unis. Et je découvre que Robert ne m'a jamais parlé, ni elle, qu'une partie de la famille est aux États-Unis. Et progressivement, je commence à mesurer l'ampleur, en fait, de cette société énigmatique. Et c'est comme ça que, avec énormément de difficultés, de complexité, en fait, je vais commencer à m'imaginer qu'il faut que je travaille sur un nouveau sujet. La famille, l'alliance, ok, mais l'alliance, la famille, la migration, le machisme et le matricentré. La famille matricentrée au Cap-Vert, quasiment pas d'alliance. L'alliance a implosé, il n'y a plus de mariage quasiment. Quasiment. Et donc c'est une société qui ressemblait entre guillemets un peu au Na de Chine. Mais j'avais rien compris de tout ça. C'est-à-dire qu'au début, je vivais là-dedans sans bien mesurer. Et je ne me rendais pas tellement compte que c'était un problème aussi compliqué que les systèmes OMA à résoudre. Et donc petit à petit, ça commence à devenir passionnant, si on veut. Et donc je mène ces enquêtes à Moustelos et dans d'autres lieux, dans 3 familles. Une famille plutôt, je dirais, classe ouvrière, dont une partie a immigré, c'est Roberto et sa maman. Une famille très aisée qui a réussi à faire fortune aux États-Unis et qui fait des allers-retours que je connais, que j'ai rencontrés là-bas sur place, et qui était origine migrant, et une famille très pauvre, vraiment très pauvre, des métayers, des gens qui n'ont pas de terre et qui ne peuvent jamais penser à migrer. Et donc je vais construire en fait cette pensée sur la société capverdienne à partir globalement de ces 3 réseaux familiaux. 3 réseaux, 3 familles, ça veut dire au moins une centaine de personnes dans chaque famille. Et donc je vais voyager, après je vais ouvrir un multiterrain, c'est la première fois que je fais ça, avec les États-Unis, l'Italie, le Portugal, les lieux où la famille est éparpillée. Donc petit à petit je vais ouvrir en fait. Et ça va devenir tout aussi une drogue, tout aussi important que mes terrains au Burkina Faso. Et c'est à ce moment-là que je vais rencontrer, je dirais pour la première fois,
un groupe assez lusophone. À cette époque-là, Marie-Josée prend sa retraite et le groupe qu'elle animait, donc Marie-Josée Jolivet à Paris, prend sa retraite et le groupe qu'elle anime depuis longtemps se délite. Chacun repart, prend ses billes, va dans d'autres labos. Et j'ai moins besoin en fait. Et donc quelque part, j'arrête en fait. C'est-à-dire que chacun s'est éparpillé et c'est comme si j'avais fait mon temps. Et je découvre à Paris, suite à une invitation de Cécile Canut, qui a travaillé sur la migration Sahel, mais en même temps, elle connaît bien le portugais, elle connaît la langue portugaise et elle vit dans un monde lusophone, assez lusophone. Et pour la première fois, je me sens à l'aise en fait. C'est-à-dire que je me sens en terrain de familiarité parce que c'est des mondes, hein, les langues. Euh, et la lusophonie, c'est un monde, en fait, le monde lié à tout cet univers portugais énorme de la langue portugaise. Hein. Et elle m'invite à Paris en me disant, écoute, j'avais jamais pris la parole en public sur ces travaux que j'esquissais sur la famille capverdienne. Et je lui raconte le soir en prenant un verre, deux, trois histoires de drague à la capverdienne, d'hommes qui finalement ont trois, quatre maîtresses sans que personne ne trouve à redire, ont des enfants à gauche et à droite, et des femmes qui ont des enfants avec des hommes successifs. Dont finalement elle ne vit plus ensemble. Et elle me parle, je lui parle, et puis elle me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas en parler? Mais je n'ai rien écrit, rien. C'est-à-dire que je n'ose pas prendre la parole. Je n'ose pas parce que je crois que je n'ai pas le niveau, en fait, et je pense que je ne l'ai pas. Et puis elle m'invite, c'est un assez gros colloque sur la parenté, lié à la parenté, mais plutôt en zone lusophone, parenté, migration, etc. Je prends la parole et j'ai pas de texte. Je raconte ça comme ça avec des images, en fait. Et ma parole se délie. Petit à petit, je commence à énoncer des histoires comme un ethnographe de terrain. J'avais noté quelques mots-clés, et plutôt des histoires, des récits. Et ça commence à se dérouler. Et dans l'assemblée, il y a une partie qui me dit, mais tu es vraiment incroyablement cynique. Commencer à expliquer que l'amour est pragmatique, qu'on drague uniquement et on fait un enfant avec une raison de, à terme, de peut-être se retrouver en Italie, aux États-Unis ou au Portugal. Le mariage avait quasiment implosé, mais on peut se marier pour tenter de réussir à. Ça, on n'apprécie pas. Et puis, il y a un autre groupe qui commence à me dire, mais c'est incroyable, là, tu mets le doigt sur des choses dont finalement on sent que c'est comme ça, mais on ne le dit pas ou on n'ose pas le dire, etc. Et donc je commence à me dire, écoute, ce sont des trucs que tu dois avoir, mais ça sent la route. Enfin, ça tient la route. Et en fait, je n'ai pas encore trouvé à l'époque de système pour énoncer des schémas de parenté animés, comme je vais faire en inventant en fait tout un système avec PowerPoint pour animer une sorte, pour dire, de diachronie en fait dans la compréhension de la parenté, ne plus analyser la ponctualité d'une alliance à un moment donné, qui était la fixité, on pourrait dire, d'un point de vue assez structural sur l'alliance, mais de réussir à cheminer avec l'histoire en fait d'une personne ou d'une famille où toute la parenté se met en mouvement. Et en fait, c'est tout un mouvement qu'il faut comprendre. Et donc, je vais trouver des trucs pour à la fois simplifier mes schémas de parenté et mettre le mouvement et l'histoire longue dedans, ce qui va tout doucement me conduire, en schématisant les histoires que j'ai avec ces familles, va tout doucement me conduire à des trucs pédagogiques pour réussir à énoncer ces histoires enfin, qui ne sont pas techniquement difficiles à comprendre, mais quand je les énonce comme ça paraît absolument nébuleux. Donc de trouver des trucs pour simplifier et raconter. Donc je vais passer du temps à trouver des possibilités de simplifier, de schématiser et de rendre ces histoires complexes avec humour, en fait, pour que ça passe. Et je pense que je dois à Cécile Canut, en tout cas, je ne crois pas qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là, mais d'avoir délié ma langue et d'avoir osé, pour la première fois, prendre la parole en public sur le Cap-Vert.